Soyez les bienvenus sur le plateau télé de la FHP depuis Santexpo édition 2025. Nous allons consacrer notre table ronde aux métiers en tension avec cette question: comment attirer les jeunes générations sur les métiers d'infirmiers et d'aide-soignants? On en débat avec nos invités. Ilona Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Fédération nationale des étudiants en sciences infirmières. Anne de Vasconcelos, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chargée de relations partenariales avec les entreprises et fédérations à France Travail. Enfin, Rémi Mazzocchi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué général de l'OPCO Santé. Merci à vous d'être sur notre plateau. Rémi Mazzocchi, c'est avec vous que je vais finalement commencer cette table ronde. Et un chiffre, 75 000 emplois non pourvus ou à pourvoir dans les établissements privés. Oui, tout à fait. C'est les chiffres que l'on tire du baromètre qui s'actualise tous les 3 ans et la nouvelle édition va arriver en 2025 et qui fait ce constat qui n'est pas une surprise en soi, c'est que dans les métiers de la santé et dans les établissements privés de la santé, chaque année, il y a de fortes tensions sur des métiers, pour citer les plus connus, mais aussi les plus demandés en termes de postes à pourvoir, bien entendu le métier d'infirmier, avec plus de 15 000 sur ces 75 000 qui sont aujourd'hui disponibles, soit en création, soit sur des postes qui sont tout simplement non pourvus. On va peut-être rappeler les expertises de l'OPCO Santé. Oui, alors l'OPCO Santé, c'est un opérateur de compétences dont la mission principale est d'accompagner les établissements dans le développement de la formation de leurs professionnels de santé, notamment pour leur permettre des carrières professionnelles au sein de ce secteur, mais tout simplement aussi attirer et fidéliser pour faire connaître ce secteur et montrer qu'il y a des parcours qui sont possibles. Et c'est ça la mission principale de l'OPCO. Anne de Vasconcelos, ce chiffre est quand même finalement assez déroutant. Près de 75 000 emplois à pourvoir ou non pourvus. Alors, 75 000 emplois et puis côté France Travail, tous les ans, nous menons une enquête qui s'appelle l'enquête sur les besoins de main-d'œuvre, qui est faite auprès de tous les établissements de tout secteur confondu. Et nos chiffres, malheureusement, confirment les chiffres de l'OPCO Santé. Rien que pour l'année 2025, au niveau des aides-soignants et des infirmiers, c'est plus de 60 000 postes qui sont jugés comme étant difficiles à recruter, avec des taux de difficulté de recrutement, effectivement, qui corroborent. Alors, ça montre effectivement qu'il y a une grave crise d'attractivité sur ces métiers. Crise d'attractivité qui nécessite de communiquer plus que de raison, à la fois sur les métiers, mais pas que sur les métiers, puisque un même métier revêt différents contextes de travail et d'emploi. Donc c'est aussi de communiquer sur tous ces environnements de travail et puis de parler vrai aussi. Pour ces jeunes générations, il faut leur parler vrai. Alors justement, Ilona Denis, vous êtes la présidente de la Fédération des étudiants. Racontez-nous ce qui se passe concrètement. Aujourd'hui, nous, quelque chose qu'on identifie, c'est que le stage en formation joue un rôle prépondérant sur la carrière du professionnel de santé. Aujourd'hui, pour parler particulièrement des étudiants infirmiers, nous, on a mené une enquête aussi auprès des étudiants infirmiers. Les résultats sont sortis en mars 2023 et on a identifié que 7 étudiants infirmiers sur 10 a déjà pensé à arrêter la formation. Donc quand on pense au poste à pourvoir, c'est des résultats, c'est des données qui sont inquiétantes. Et la première raison que citent les étudiants sur cette volonté d'arrêter la formation, ce sont les stages. Parce que les stages, c'est le moment où l'étudiant va être confronté à la profession qu'il a envie d'exercer, en l'occurrence, dans notre cas, la profession infirmière. Et quand on voit un système de santé qui est en souffrance, quand on voit des professionnels de santé qui sont dans un système en tension, ça ne donne pas envie en tant qu'étudiant de s'investir dans ce système de santé. Et c'est des freins aujourd'hui que rencontrent les étudiants. Quand on voit un infirmier qui est en difficulté dans son exercice professionnel, on a vraiment du mal à se projeter en tant qu'étudiant. Mais est-ce que vous nous dites clairement que c'est le système de santé qui finalement décourage des étudiants ? C'est exactement ce qui se passe au moment des stages. C'est le moment où se joue beaucoup de choses pour les étudiants. On a un adage qu'on dit souvent, nous, en tant qu'étudiants infirmiers, on dit un stage qui se passe bien, c'est un étudiant qui revient en tant que professionnel de santé. Et on le remarque, les étudiants qui ont vécu un stage qui s'est bien passé retournent souvent exercer dans le service en question.
Et à l'inverse, lorsqu'un stage s'est mal passé, le service a très peu de chances de voir revenir les étudiants qu'ils ont accueillis en stage. Rémi Mazzocchi, vous allez publier au mois d'octobre-novembre prochain votre baromètre. Bon, bien évidemment, je suppose que vous ne pouvez pas nous dévoiler les tendances déjà qui se profilent, même si vous avez quelques résultats. Qu'est-ce que vous pouvez, vous, nous dire aujourd'hui ? Je peux vous dire les éléments d'appréciation qui sont de toute manière évidents. Quand on regarde juste la courbe démographique de notre pays avec un doublement de la population de plus de 70 ans à horizon 10 ans, ça va mécaniquement faire croître le besoin, un accompagnement sur les personnes vulnérables, que ce soit pour cause de maladie, de santé mentale ou autre. Donc ce besoin qu'on est en train d'exprimer, cette attractivité qui est nécessaire, elle est non seulement nécessaire pour répondre aux enjeux actuels, mais de toute manière, à l'avenir, les enjeux vont continuer à croître dans un environnement où l'organisation du travail, les conditions de travail, les rémunérations du travail sont des questions qui se posent et pour lesquelles il faut apporter des solutions. Mais on sait d'ores et déjà, même sans baromètre, que ces tensions sur ces métiers ne vont pas décroître. Donc il est urgent de prévoir, et en plus les études de formation d'infirmière c'est 3 ans, donc en plus on est sur des cycles longs. Donc il faut investir maintenant, et c'est maintenant qu'il faut investir, c'est pas dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Il faut investir aujourd'hui dans l'attractivité, dans comment on fait chuter les taux d'abandon durant les études, comment on utilise aussi la voie de l'alternance parce qu'on voit l'importance de la confrontation aux réalités. Et encore, c'est des métiers qui sont très divers, donc il ne faut pas se limiter au premier stage ou à la première expérience pour renoncer. Il faut que le système évolue pour prévoir plus de passerelles, plus de confrontation au terrain et accompagner ces parcours pour que justement l'engagement qui est naissant chez les jeunes ne se heurte pas aux premières difficultés et se traduise par un renoncement. Parce que demain, les besoins seront encore plus importants qu'aujourd'hui. Et vous faites bien de le souligner. Asne de Vasconcelos, vous avez une feuille de route. Est-ce que vous organisez des actions ciblées dans les territoires, par exemple ? Alors, nous avons une feuille de route et à la fois une feuille de route nationale, une feuille de route dans chaque région. L'ensemble du réseau France Travail est vraiment mobilisé sur ce secteur d'activité et qui plus est aussi avec l'appui et la collaboration du ministère de la Santé, Santé et Solidarité. Alors, cette mobilisation, cette feuille de route, déjà première chose, comme on l'a dit, c'est de faire connaître les métiers, de faire connaître leur diversité, de faire connaître les opportunités d'emploi, de formation. Donc depuis à peu près le mois de novembre, vous avez un site qui s'appelle prendresoin.fr qui vient recenser à peu près une centaine de métiers comme étant considérés comme les plus pénuriques. Et pour chacun de ces métiers, vous avez accès à de l'information sur ce dont le quotidien professionnel consiste. Vous avez des informations sur les employeurs qui recrutent sur ces métiers-là et sur ces formations. Ensuite, l'intérêt, c'est aussi sur le terrain avec justement les employeurs, avec les organismes de formation, avec des fédérations professionnelles. Il est important d'aller vers les jeunes et de communiquer. Quand je vous entends dire, madame, qu'effectivement, ils abandonnent pendant la période de stage, il est important le plus tôt possible d'aller rencontrer des professionnels pour ne pas aller dans une formation, investir quelques années, puis se dire, non, finalement, c'est pas pour moi. Chacun est perdant dans ce cadre-là. Donc, vous avez des dispositifs d'immersion qui sont importants à faire. Il est important, justement, de communiquer et de communiquer aussi en faisant parler les salariés. Il n'y a rien de tel qu'effectivement aussi des professionnels qui viennent dire oui, le métier est difficile. C'est une réalité. Les métiers sont difficiles. Mais pourtant, moi, j'en retire des gains. Et voilà, moi, ce que ça m'apporte positivement. Cette plateforme, elle n'est pas réservée uniquement aux demandeurs d'emploi. Hein. Non, pas du tout. C'est important de le préciser. Quand bien même, effectivement, elle est hébergée sur le site de France Travail, c'est une plateforme qui est grand public. Donc l'idée, effectivement, c'est de communiquer auprès de toute personne, y compris des scolaires. Dès le plus jeune âge, déjà dès la troisième, le stage de troisième, si ça peut être fait déjà en correspondance avec les attendus du jeune, il est important qu'effectivement il puisse savoir que tel établissement va l'accueillir pour son stage de troisième, de seconde. Donc il est pour tout type de public, scolaire, non scolaire, inscrit ou pas inscrit à France Travail, peu importe. L'idée, c'est vraiment de donner une palette la plus large possible à une diversité de publics sur les métiers et leurs conditions d'attractivité. Ilona Doni, 2 choses. Je voudrais qu'on parle de la réforme de la profession d'infirmière et que vous me parliez aussi des leviers
qui, à vos yeux, peuvent rendre, on va dire, les études plus attractives? Alors, deux grands sujets, effectivement. Sur la réforme de la profession, effectivement, c'est quelque chose qui est en cours. Donc, comme on l'a vu, la proposition de loi de la députée Dubré-Chirat a pu déjà être adoptée auprès de l'Assemblée nationale la nuit du 10 au 11 mars et récemment auprès du Sénat le 5 mai. Là, on attend la réunion de la commission mixte paritaire pour une version finale du texte. En tous les cas, ça a quand même abouti à des évolutions. En fait, l'enjeu aujourd'hui, c'était surtout de permettre aux professionnels de santé, aux infirmiers en l'occurrence, d'avoir cette reconnaissance des compétences qu'ils ont. Parce que la plupart des choses qui sont apportées dans cette loi, ce sont des choses que les infirmiers ont et font. Mais sans reconnaissance. Je pense au diagnostic infirmier. C'est quelque chose qu'on nous enseigne depuis des années en formation. Pourtant, il n'y avait pas cette reconnaissance que la loi va pouvoir apporter. Et donc, en tant qu'étudiant, on portait un réel espoir sur cette proposition de loi, sur l'évolution de la législation et de la réglementation vis-à-vis de l'exercice de notre profession. Sur les leviers d'attractivité, c'est des réels enjeux, parce que c'est aujourd'hui ce qui inquiète énormément le système de santé, c'est de voir, on voit les chiffres de l'adresse, on voit que le besoin d'infirmiers ne va pas augmenter. Enfin, le besoin va être trop grand par rapport à l'évolution de la démographie des soignants. Nous, aujourd'hui, on appelle à une responsabilité de tous les acteurs qui font partie de la formation. Parce que là, on est dans une volonté nationale d'augmenter les quotas en formation pour espérer avoir plus d'infirmiers. Aujourd'hui, c'est une méthode qui n'a pas fonctionné pour l'instant. On a eu donc les premières promotions depuis 2020 avec le Ségur de la Santé. L'augmentation a commencé en 2020. On a eu les premiers diplômés. Il n'y a pas eu plus de diplômés qu'avant. Alors qu'on avait rajouté 2000 étudiants en formation en première année en 2020 et en 2023, il n'y a pas eu plus de diplômés. Ce sont les chiffres de l'adresse. Et donc, réellement, l'enjeu ici, c'est comment on améliore la qualité de la formation et non pas la quantité de professionnels. Comment est-ce que les professionnels, enfin les étudiants qui se sont investis dans cette formation, parce que c'est un réel investissement. Aujourd'hui, les plateformes comme Prendre Soin, c'est des enjeux d'orientation qui se jouent également. Mais quand on est venu jusqu'à intégrer la formation, c'est pour y rester. Et plus on augmentera le nombre d'étudiants, plus on dégradera les conditions de formation, parce que plus on est nombreux, moins il y a de place dans les amphithéâtres, moins il y a de place en stage, moins l'accompagnement pédagogique par les formateurs peut être personnalisé. C'est des choses qui dégradent la qualité de la formation. Et tant qu'on continuera à dégrader cette qualité, eh bien, on ne pourra pas faire de la quantité. En tout cas, c'est pas ce qu'on souhaite. On veut des infirmiers qui ont une bonne formation, qui arrivent à la fin de leur formation, qui ont envie d'être infirmiers. Rien que ça. Rien que ça, c'est déjà pas le cas de tous les étudiants aujourd'hui à la fin de leurs 3 ans. Certains n'exerceront jamais la profession. Donc il faut qu'on puisse être réellement accompagnant des étudiants, que tout le monde puisse prendre sa responsabilité sur le sujet et qu'on investisse dans la qualité de notre formation et non pas la quantité. Vous partagez cette opinion, Rémi Mazzocchi, sur la formation. Et puis, je voudrais qu'on parle effectivement de l'attractivité du secteur. Vous le disiez, il y a la rémunération, il y a les conditions de travail, il y a la formation continue également. Exactement, je vais commencer par là, mais la formation continue, c'est aussi un aspect qui permet aussi aux jeunes qui arrivent de se projeter dans une carrière. Aujourd'hui, la durée de vie moyenne d'une infirmière, justement dans le baromètre, il y a encore peu de temps, il y a une génération, c'était 15 ans minimum la durée de vie d'une infirmière en poste. Aujourd'hui, c'est moins de 5 ans. Donc forcément, si on ne parle pas aux jeunes, qu'on ne lui explique pas quelles sont ses perspectives d'évolution, quelle est la richesse, et du fait aussi que les établissements vont l'accompagner pour continuer à le former, pour travailler aussi dans des conditions qui ne heurtent pas non plus la qualité qui est appelée ici, c'est-à-dire la manière dont on accorde le soin aux patients, qui reste très important et encore plus sur ces nouvelles générations. Donc la formation continue est à ce titre un vrai levier d'attractivité en ce qui permet aux jeunes de se projeter, d'offrir de la richesse et de montrer qu'en fait, voilà, c'est un métier aussi très évolutif et pas uniquement enfermé dans les conditions difficiles, dans le manque de moyens et la méconnaissance du travail fourni. Après, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. La qualité est un enjeu, mais je pense que l'orientation en est un autre. Il y a ceux qui rentrent en formation post-bac, mais aussi les parcours d'aide-soignant vers infirmier, ça va aussi se développer. Ce qui n'enlève rien à la qualité, parce qu'encore une fois, ce sont des professions réglementées. Et quand on choisit de s'inscrire en institut de formation pour soins infirmiers, en IFSI, on est parti pour 3 ans de formation, quand bien même on est aide-soignant. Mais néanmoins, ça participe à cette activité de montrer que
Si on a raté le coche de la première étude et qu'on veut rentrer après un CAP via de l'orientation sur un métier d'aide-soignant et qu'on est motivé, qu'on a envie de s'investir, si on fait l'effort de suivre la profession et la formation dans les mêmes conditions que la formation initiale, c'est aussi une voie d'accès et les taux d'abandon sont en plus faibles. Donc en fait, il faut et en plus on pourrait reparler, mais c'est pas le thème d'aujourd'hui, des reconversions professionnelles, c'est le même débat, il faut faire connaître puisque comme on l'a dit, on n'a pas le choix que d'utiliser tous les leviers pour répondre aux enjeux de demain de réponse à l'accès aux soins en France. Anne de Vasconcelos, il y a deux choses. Il y a favoriser les passerelles. Ça, c'est important. Je voudrais que vous nous en parliez. Et deuxième point, vous avez parlé des méthodes de communication. Donc, forcément, ça passe aussi peut-être par les réseaux sociaux. Alors, favoriser les passerelles, oui. Effectivement, hein, aujourd'hui, les jeunes ne se projettent plus comme les générations d'avant, un métier pour la vie. Donc, il est important, et c'est même dès les premières questions, hein, dans le cadre du recrutement, c'est oui, mais après. Oui, mais quelles sont les perspectives d'évolution? Et puis aussi, on dirait l'équilibre vie privée, vie personnelle, qui a aussi aujourd'hui un impact important. Donc, il est important effectivement déjà que les employeurs aient ça en tête. Et également dans les organismes de formation qui accueillent les jeunes, se dire, voilà, il y a tout un parcours et voici la diversité des parcours possibles. Ensuite, sur les modes de communication, oui, bien évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas se contenter, un recruteur ne peut pas se contenter de diffuser une offre d'emploi et d'attendre que les candidatures arrivent. Donc, il faut qu'il adapte non seulement son discours, à ses utilisateurs. Et aujourd'hui, nos jeunes, ils sont consommateurs, et même nous, hein, moins jeunes, de réseaux sociaux. Donc, il est important aussi d'utiliser tous ces leviers-là. Donc, c'est aussi un effort aussi pour les recruteurs, qu'ils soient dans le secteur public ou dans le secteur privé, de se dire, je dois rendre attractif mon secteur et mes emplois. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, c'est un investissement, c'est lourd, il faut y penser. Mais en tout état de cause, c'est une nécessité parce que l'information, il faut aller vers. Il faut aller vers ces publics, il faut aller vers les jeunes, il faut aller les toucher là où ils sont. Et donc, ça nécessite effectivement une grande réflexion sur la stratégie de communication. Comment vous communiquez, vous, Ilona? Alors nous, c'est vrai qu'auprès des étudiants infirmiers, on a beaucoup de leviers de communication. Évidemment, on s'est mis à la page des réseaux sociaux, bien sûr. Et après, on s'est beaucoup impliqué dans l'orientation auprès des deux ministères qui encadrent notre formation. On a réalisé des lives avec Parcoursup, on a réalisé des lives avec le ministère de la Santé dans l'objectif d'informer parce qu'on a le même constat, il y a un enjeu d'informer les jeunes ou les moins jeunes sur la profession infirmière parce que même si je pense que tout le monde connaît plus ou moins un infirmier dans son entourage, il n'empêche que on méconnaît quand même la profession, les enjeux et c'est un petit peu secret quand même, l'hôpital en tout cas, ce qui se passe de l'autre côté. On n'imagine pas toujours comment ça se passe en réalité sur le terrain. Et puis surtout, il n'y a pas que les hôpitaux, il n'y a pas que les cliniques, il y a énormément de modes d'exercice infirmiers. Et ça, c'est un réel enjeu pour nous. Donc on utilise les réseaux sociaux, puis on a des revues, un site internet. Enfin, on essaie de diversifier les modes de communication parce que c'est comme ça qu'on a l'opportunité de toucher un maximum de personnes. Rémi Mazzocchi, alors vous avez également un objectif, c'est que vous devez anticiper les besoins. Oui, on doit anticiper parce que le secteur privé de la santé, c'est 1,3 million de salariés quand même. Et plus de 300 000 pour l'hospitalisation privée. Donc la transformation de ces métiers, comment répondre aux besoins de demain, qui est la transformation des structures, dans toute la diversité qu'on a évoquée, c'est plus de 180 métiers, donc on essaie de les anticiper via notamment un observatoire que l'on développe, en collaboration bien entendu aussi avec les autres observatoires, mais là nous c'est spécifique sur le secteur privé de la santé, et qui justement a vocation d'ici la fin de l'année à donner des projections sur les besoins d'emploi et en compétences pour regarder derrière quelles sont les passerelles, les parcours professionnels, pour regarder quels sont finalement tous les dispositifs adaptables et en faire la promotion. Et je terminerai peut-être par ça parce qu'on a aussi une logique de simplification dans l'information et c'est pour ça qu'on travaille à la même homogénéisation. On partage les fiches avec France Travail pour la plateforme Prendre Soin. En fait, l'information, pour qu'elle soit aussi assimilable, il faut qu'elle soit simplifiée. Parce que quand on parle de ces métiers, ce sont des métiers souvent très techniques, d'experts, dont on ne comprend pas très bien quel est le rôle de chacun. Voilà, on travaille aussi conjointement à faire évoluer cette communication et ça, c'est aussi un enjeu de demain. Alors, notre table ronde touche à sa fin. Je voudrais vous laisser un mot de conclusion à chacun. Ilona Denis, je vous en prie. Alors, moi, je pense que la conclusion, ça va vraiment être de prendre en considération les conditions d'études des étudiants infirmiers avec toujours l'idée de privilégier la qualité de la formation à la quantité.
comment identifier quel levier finalement presque sur le terrain on peut mettre en place pour améliorer concrètement les conditions des étudiants. Souvent ça passe par l'écoute, le fait d'écouter les étudiants, d'écouter leurs besoins, leurs demandes et d'être au plus proche. C'est vraiment cet encadrement de proximité et cette valorisation de la qualité à l'opposé de la quantité, de la masse et de situations qui peuvent dégrader les conditions de formation. Anne de Vasconcelos, je vous en prie. Je vais aller sur la même thématique. Au-delà de la formation, c'est une fois que la personne est formée, elle est recrutée, c'est d'investir aussi dans la qualité de sa prise en charge. Parce que ces personnes prennent soin des autres, mais il faut prendre soin aussi d'eux. Ce sont des métiers difficiles, des conditions de vie difficiles. Et donc, il faut aussi s'interroger sur comment j'investis dans la qualité de vie de mes salariés. C'est des petites choses toutes simples à mettre en place parfois, des moments de convivialité, informer sur effectivement les possibilités d'évolution professionnelle. Mais ça, c'est très important. Il faut les fidéliser, il faut les soigner. On rappellera jamais assez qu'il faut prendre soin des professionnels de santé, prendre soin de ceux qui nous soignent. Rémi Mazzocchi, je vous laisse le mot de la fin. Eh ben, écoutez, dans la continuité, j'avais prévu une autre conclusion, mais là, je suis obligé de la changer parce qu'effectivement, c'est pas un effort ponctuel, c'est tout au long de la carrière. Donc la formation continue aussi est un levier et c'est ça aussi qu'il faut activer et investir dans le développement des compétences de nos professionnels de santé parce que ce sont eux dont on va avoir besoin demain pour nous accompagner tout au long de notre vie. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation à notre table ronde. Merci à vous. Merci. Et quant à moi, je vous remercie également de nous avoir suivis.